bonjour à tous. Alors en effet, je suis avocate au barreau de Paris depuis une dizaine d'années. J'étais spécialisée sur des sujets très tech d'une part et des sujets très propriété intellectuelle et droit d'auteur d'autre part. Et puis depuis l'intelligence artificielle, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce sont des dossiers qui fusionnent complètement avec des problématiques communes. Alors moi, j'accompagne des agences de communication, de marketing, de production audiovisuelle. J'accompagne aussi des directions de communication de grands groupes, ou de PME, de grosses PME. Et puis j'accompagne aussi dans cette échelle de valeur des freelances auxquels vous faites souvent appel dans vos métiers parce qu'ils ont des compétences métiers que vous n'allez pas avoir en interne. Et ils ont pour point commun, tous ces acteurs-là, que j'accompagne, d'avoir adopté dans leur workflow, dans leur process métier, des outils d'intelligence artificielle. Et ils ont aussi pour point commun de me poser des questions qui sont des questions très récurrentes, surtout quand vous êtes sur de l'adoption de ces outils d'intelligence artificielle dans vos processus métiers. Je ne vais pas pouvoir traiter toutes les questions qu'on me pose en 20 minutes, je vais me concentrer sur certaines questions qu'on me pose. Parmi les plus récurrentes, ce sont notamment les questions qui sont liées à est-ce que si je crée quelque chose, du texte, de la vidéo, du visuel, du son, avec un outil d'intelligence artificielle qui a été entraîné, créé, en scrapant, en pillant le web avec des œuvres existantes, est-ce que dans ce cas-là, tout ce que je crée va nécessairement donner lieu à de la contrefaçon? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Une autre question qu'on me pose très souvent, c'est lorsque j'utilise des outils d'IA pour créer dans mon processus métier, est-ce que je peux en faire toujours systématiquement une exploitation commerciale? Une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que je peux revendiquer des droits d'auteur sur ce que j'ai créé en utilisant des outils d'intelligence artificielle? On me pose aussi des questions qui ont trait au droit à l'image. Est-ce que je peux utiliser l'image de personnes physiques, qu'elles soient mortes, qu'elles soient vivantes, comme je veux? Si c'est pas comme je veux, quelles sont les limites? Dans quelles conditions je dois le faire? On me demande aussi sur les métiers de l'événementiel, par exemple, où vous développez pas mal de bots pour plein de supports métiers, comme par exemple répondre à des interrogations récurrentes des personnes qui viennent à des festivals. Est-ce qu'il y a un accès PMR? Est-ce que je peux ramener ma gourde, etc. Les bots marchent très bien sur vos secteurs d'activité, mais dans ce cas-là, les questions, c'est si le bot se plante et qu'il donne une mauvaise information, qui est responsable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma société? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'éditeur de l'outil d'intelligence artificielle que j'utilise? Donc, je ne vais pas pouvoir traiter toutes ces questions en 20 minutes, je vais en traiter trois. Les aspects qui ont trait à l'IA et le droit d'auteur, les aspects qui ont trait à l'IA et le droit à l'image, et puis tout ce qui est question de responsabilité. Est-ce qu'on est vraiment toujours responsable ou est-ce qu'on peut essayer de déléguer notre responsabilité sur l'IA ou sur d'autres personnes morales? Sur la première partie, sur l'IA et le droit d'auteur, on lit énormément de fausses informations dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, où en fait, il y a une telle méconnaissance des sujets de droit d'auteur qu'on mélange deux sujets qui sont complètement distincts, que moi je traite en parlant d'amont et d'aval. Les deux sujets distincts en amont, c'est est-ce que les éditeurs d'IA avaient le droit de piller le web, la création sur le web, pour entraîner leurs algorithmes sans rémunérer les auteurs et sans demander leur autorisation aux auteurs? Alors la réponse, elle n'est pas évidente. Il y en a 50 contentieux en cours aux États-Unis sur ces sujets-là. On en a deux, je crois, deux, trois au UK, on en a deux en Allemagne. Là, les premiers contentieux européens arrivent. Et on en a un nouveau là qui vient d'arriver en France. Pourquoi la réponse elle n'est pas évidente? Parce qu'en fait, du côté des éditeurs d'intelligence artificielle, ils essayent de se cacher derrière certaines exceptions au droit d'auteur qui permettent de ne pas demander l'autorisation aux créateurs dans certains cas spécifiques. Alors aux États-Unis, cette exception au droit d'auteur, elle s'appelle le fair use. On peut traduire ça par l'utilisation équitable. Dans certains cas, on peut considérer que si pour des fins de recherche et d'innovation, j'ai un vrai besoin d'utiliser des choses qui sont soumises au droit d'auteur, on admet qu'il y a une exception de fair use qui permet d'utiliser les œuvres existantes sans rémunérer les auteurs et sans leur demander d'autorisation préalable. Donc aux États-Unis, tous les contentieux portent sur ce sujet-là.
On commence à avoir des premières réponses qui se dégagent, mais elles sont extrêmement parcellaires parce qu'elles portent sur des contentieux très spécifiques. Mais c'est en tout cas la posture des éditeurs d'IA qui est quand même de ne pas payer pour ce qu'ils ont scrappé. Et en Europe, l'autre exception qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle l'exception de fouille de données, qui est une exception qui a été malheureusement créée dans une directive sur le droit d'auteur en 2019, à l'époque où on n'était pas encore sur l'adoption de LLM, on n'était pas sur une adoption massive de ces outils par la grande majorité du public. Et donc, malgré les tentatives de négociation des grands producteurs qui ont un fort pouvoir en France, des majors, de la SACEM, de la GEMA, qui est l'équivalent de la SACEM en Allemagne, ces négociations, elles avaient vocation à aboutir à une forme de rémunération des créateurs, dont les œuvres avaient été scrappées. Et ces négociations, elles échouent, parce que le but des éditeurs d'IA, c'est de ne pas payer ou de payer le plus tard possible. Donc ça, c'est un sujet qui est complètement distinct de celui de est-ce que lorsque je crée, je peux utiliser, revendiquer des droits d'auteur sur ce que je génère. Et pourquoi c'est complètement distinct? C'est parce que c'est pas parce que vous utilisez un outil qui a été créé en violant des droits d'auteur que pour autant ce que vous allez générer en utilisant cet outil-là porte atteinte aux droits d'auteur. Parce qu'en fait, la notion de contrefaçon, elle ne s'apprécie pas de manière générale, et c'est un peu la difficulté des auteurs là, pour faire valoir leurs droits contre les éditeurs, c'est que ça s'apprécie en comparant une œuvre existante par rapport à une autre œuvre existante. Donc dès lors que vous utiliserez un outil d'intelligence artificielle pour créer quelque chose en faisant un vrai processus créatif, et quelque chose qui ne ressemble pas à une œuvre d'art physique existante qu'on peut nommer, dénommer, identifier spécifiquement, dans ce cas-là, ce sujet amont, en fait, pour la grande majorité d'entre vous, il ne vous regarde pas dans vos processus créatifs. Vous, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est vraiment le sujet aval. Lorsque j'intègre dans mes workflows des outils d'intelligence artificielle, est-ce que, 1, je peux en faire une exploitation commerciale? Et est-ce que, 2, je peux revendiquer des droits d'auteur? Là encore, ce sont des problématiques qu'on mélange à tort, parce que ce n'est pas du tout la même chose de revendiquer une exploitation commerciale sur quelque chose qu'on a généré. Vous pouvez éventuellement revendiquer une exploitation commerciale sans être protégé par le droit d'auteur. La réponse à est-ce que je peux faire une exploitation commerciale dans tous les cas d'un contenu que j'ai généré avec l'intelligence artificielle, elle est ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est hyper simple. Ça dépend des conditions générales d'utilisation des outils dont vous vous servez pour créer. Il faut quand même savoir qu'à la base, là, ces modèles qu'on utilise maintenant tous beaucoup, ils ont été créés sur des modèles de free plan, d'abonnement gratuit, parce que le but, c'était de nous permettre une adoption massive, de nous permettre de tester, d'essayer. Mais maintenant, les éditeurs d'IA, ils sont sur une logique de rentabilité. Ils ont fait des investissements massifs. Donc là, vous vous rendez compte désormais que quand vous voulez créer avec certains outils qui sont extrêmement pertinents, extrêmement efficients, bah, si vous voulez pouvoir générer du volume et pouvoir faire une exploitation commerciale de ce que vous générez, vous allez devoir passer sur un plan de souscription gratuite. Donc je vous encourage, quand vous utilisez des outils d'intelligence artificielle, à bien aller lire les conditions générales d'utilisation, parce que dans une très grande majorité des outils que vous utilisez, lorsque vous êtes sur un abonnement gratuit, vous ne pouvez pas librement faire une exploitation commerciale. Soit pas du tout, soit lorsque vous êtes autorisé à le faire, vous allez devoir peut-être laisser une watermark sur ce que vous avez généré, ce qui est un peu dégueulasse quand vous faites un visuel pour de la publicité, vous n'avez pas envie d'avoir la watermark OpenAI en fond de votre image. Donc le but, c'est quand même de vous encourager à payer. Ça va être aussi une obligation de mettre un crédit généré avec Runway, généré avec Créa, etc. Donc ça, vous n'avez pas forcément envie de le faire parce que commercialement, on voit bien qu'il y a des bad buzz qui se font sur l'exploitation de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours là, la publicité pour Chamonix, où ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour créer, ils ont pris des vraies images de Chamonix, et puis ils ont intégré dedans un bouquetin à côté d'un skieur. Et donc ça a fait un énorme bad buzz, parce qu'en fait, déjà c'est évident que c'est généré par intelligence artificielle, et ils s'en sont pas cachés, pour le coup ils l'ont mentionné. Ils avaient mal évalué le potentiel bad buzz qu'il y avait derrière, parce qu'on les a accusés de ne pas être green, de vendre de la nature et puis d'utiliser des outils sur lesquels c'est vrai qu'on a encore des sujets sur le côté vert. En tout cas, ça crée beaucoup d'interrogations. Donc, à partir du moment où vous voulez faire une exploitation commerciale, et une exploitation commerciale discrète, vous allez devoir passer sur des plans d'abonnement payants.
Donc faites bien attention aux conditions générales d'utilisation des outils que vous utilisez. C'est pas si simple et c'est pas toujours le cas de récupérer la potentielle commercialité de ce que vous créez dans le cadre d'utilisation d'outils d'IA. Ensuite, l'autre sujet qu'on me pose souvent, la question qui est complètement distincte, c'est est-ce que je peux revendiquer des droits d'auteur sur ce que j'ai créé à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle? La réponse là, elle n'est pas du tout binaire, elle est ça dépend. Ça dépend en fait de si ce que vous avez créé est original au sens du droit d'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire faire une création originale? Juridiquement, c'est faire une création qui témoigne de l'empreinte de la personnalité d'un auteur. Ça, c'est ce que nous dit la jurisprudence, donc c'est un peu un jargon de juriste. En termes hyper simples, c'est être capable de démontrer un ensemble de choix créatifs lorsqu'on a fait son processus créatif. Moi, je travaille qu'avec des créas, et dans 100%, mais vraiment 100% des cas, lorsque les créas utilisent l'IA pour générer quelque chose, c'est pas une phrase, un prompt, un résultat, et paf, c'est exploité directement comme ça. En général, ils ont travaillé en amont, ils ont une vision sur ce qu'ils veulent, ils ont préparé des prompts, parfois il y a des croquis, ils ont des visuels, ils ont fait des mood boards, ils ont réfléchi. Donc déjà, il y a un travail préparatoire. Ensuite, il y a un travail d'itération. Et ce travail-là, il est hyper long parce qu'en fait, vous vous rendez compte en itérant que vous n'arrivez pas forcément là à ce que vous aviez en tête. Donc tout au long de votre processus itératif, vous faites des choix créatifs pour réorienter l'IA, vous changez d'outil, vous faites des modifications de votre prompt initial et puis même de votre pensée initiale. Et également, dans 100% des cas, il y a du travail de post-production. Le travail de post-production, il est notamment lié à plusieurs enjeux qui sont notamment le fait que l'IA, dans la majorité des outils que vous utilisez, lorsque vous insérez un input, que vous mettez par exemple la marque de votre client, les CGV, les CGU, les conditions générales d'utilisation des outils prévoient que tout ce que vous injectez dans la machine peut être réutilisé pour réentraîner l'algorithme. Donc ça, il faut y faire hyper attention parce que pour le coup, quand vos clients, si vous êtes agence et que vos clients vous donnent un brief avec leur marque et vous disent « alors attention, nous, on veut que ce soit confidentiel », si vous injectez ce qu'ils vous ont donné dans l'outil, qui ne prévoit pas de confidentialité, il y a certains outils qui sont plus vertueux que d'autres sur ça, mais si ce sont des outils qui vous disent qu'ils réentraînent, ils réutilisent vos données injectées pour créer un output, dans ce cas-là, vous allez avoir de la perte de confidentialité. Donc mes clients qui sont bien éveillés sur ces sujets-là, ils ne vont pas intégrer les marques de leurs clients annonceurs, et donc ils vont les intégrer en fait en post-production. Donc ils font leur processus créatif, et puis sur la phase de post-production, ils vont rajouter le logo Louis Vuitton, le logo Chanel, etc. Et en fait tout ça, ce processus créatif, ça démontre un ensemble de choix de l'auteur, et c'est ce qui qualifie l'empreinte de la personnalité d'un créateur. Et c'est dans ce cas-là, si vous avez fait ce processus créatif et que vous êtes capable de le prouver, que vous allez pouvoir revendiquer des droits d'auteur dans l'hypothèse où ce que vous avez généré avec un outil IA, à l'aide d'un outil IA, fait l'objet d'un plagiat. Nous, on parle de contrefaçon de droit d'auteur, mais le plagiat, c'est le mot un peu usuel. Après, il y a une différence à laquelle il faut faire quand même référence parce qu'on entend beaucoup de confusion avec ce qui se passe aux États-Unis. On voit là, il y a une décision de l'US Copyright Office il n'y a pas longtemps qui nous dit on ne peut pas copyrighter aux États-Unis quelque chose qui a été 100% généré par IA. Il faut une intervention humaine substantielle. Donc c'est très rigolo pour un juriste de lire ça parce que sur les réseaux sociaux, moi je publie beaucoup sur LinkedIn et les gens sont là, une décision majeure sur l'intelligence artificielle, c'est incroyable, ça change tout. En fait, pas du tout. C'était le cas avant. Dès lors qu'il n'y a pas d'intervention substantielle humaine dans un processus créatif, vous n'allez pas pouvoir revendiquer de droits d'auteur. La seule différence c'est la même chose en France. La seule différence avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, le copyright, il s'enregistre au début. Vous créez une œuvre, vous le soumettez à l'US Copyright Office et on vous dit tout de suite si c'est copyrightable ou pas. En France, c'est l'inverse. On est sur un processus où, juridiquement, vous détenez des droits d'auteur dès lors que vous matérialisez votre œuvre. Et c'est seulement quand il y a un contentieux judiciaire sur du plagiat que vous allez devoir démontrer que, vous êtes titulaire des droits d'auteur, que c'est bien vous qui avez créé ce sur quoi vous demandez une protection, et ensuite vous allez devoir démontrer pourquoi votre œuvre elle est originale. Et c'est seulement à ce moment-là que potentiellement le fait de pouvoir revendiquer des droits d'auteur va être éprouvé par le juge, ou dans le cadre d'un contentieux.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes créa et que vous voulez vous prémunir contre de potentiels contentieux sur ces sujets-là? C'est de documenter vos processus créatifs. Je vous invite vraiment à garder des preuves. Qu'est-ce que vous avez créé en amont? Comment vous avez itéré? Il y a pas mal d'outils qui gardent vos recherches. J'ai des clients, quand ils font des choses pour des grands comptes, sur des gros budgets, qui se filment en train d'itérer pour garder des preuves. Garder des preuves des travaux de post-production, parce qu'en fait, à un moment donné, ça peut servir. La preuve sur ces sujets-là, elle se fait par tout moyen. Donc, toute forme de preuve que vous aurez pu documenter pourra être utilisée pour vous permettre de revendiquer des droits d'auteur sur ce que vous avez créé à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, quand je lis dans la presse, encore la semaine dernière, je lisais dans Nord Littoral, parce qu'on est dans le Nord, que quand on est auteur et qu'on utilise l'intelligence artificielle, on est bien l'auteur, mais on n'est pas protégé par le droit d'auteur. J'ai lu ça vraiment il y a 10 jours. Enfin, je bondis de ma chaise parce que c'est vraiment complètement erroné comme information. Ensuite, un sujet dont j'entends beaucoup parler, c'est l'IA et le droit à l'image. Quand j'utilise un outil d'intelligence artificielle, j'ai envie potentiellement d'exploiter les droits à l'image de personnes physiques. Donc peut-être faire du clonage vocal, peut-être réutiliser l'image, les attributs de la personnalité de quelqu'un, qu'il soit le vivant ou qu'il soit mort. Et la question des clients, c'est 1, est-ce que j'ai le droit de le faire? Et 2, comment? Alors la réponse, elle est assez simple aussi, et puis c'est encore une fois, c'est pas du tout une zone grise. Zone grise, c'était pour parler un peu votre vocabulaire, mais en réalité, sur le plan juridique, on a très peu de zones grises. Sur ce sujet-là, en fait, on est sur des droits de la personnalité. Les droits de la personnalité, ils existent sur toutes les personnes qui sont vivantes. Donc tant que vous êtes vivant, vous pouvez revendiquer, vous opposer à l'exploitation de votre image, de votre voix, de votre attitude, de votre façon de marcher, de votre nom, de votre prénom, parce que ça porte atteinte à vos droits à la personnalité si on ne vous a pas demandé votre autorisation. C'est pour ça qu'on a eu le cas, vous avez sans doute entendu parler du cas de Scarlett Johansson avec la voix de OpenAI. Sam Altman est un grand fan du film Her et il avait demandé à Scarlett Johansson d'utiliser sa voix pour faire le voice de OpenAI. Et Scarlett Johansson avait dit non. Donc il s'est dit, bon, en fait, je vais recréer la voix de Scarlett Johansson, et puis voilà, ce sera super. Et en fait, Scarlett Johansson étant toujours vivante, elle s'est opposée à la réplication de quelque chose qui reproduisait de manière extrêmement proche sa voix. Sur le plan judiciaire, ça a fait un tel bad buzz que finalement OpenAI a fait marche arrière. Sur un plan judiciaire, ils auraient quand même des arguments parce qu'en fait, s'ils n'ont pas vraiment fait du clonage vocal, ils ont utilisé une vraie personne, un vrai humain, qui a une voix très similaire à Scarlett Johansson et ils ont enregistré sa voix à elle. Et donc, si on avait eu un contentieux judiciaire, on n'était pas vraiment sur de l'atteinte à ses droits de la personnalité, parce que ce n'était pas sa voix qu'on a clonée, c'est la voix d'un vrai être humain qui a donné vraiment son autorisation. Donc, ils l'ont enlevé parce qu'en fait, c'est un bad buzz, mais juridiquement, ils auraient pu avoir des arguments pour poursuivre l'utilisation de cette voix-là qui ressemble à celle de Scarlett Johansson. L'autre sujet qu'on a et qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux le faire avec l'image ou la voix de personnes décédées? Il faut savoir un truc un petit peu horrible, mais qui heurte vachement les gens, mais alors qu'en fait, ça fait partie un peu de ce qu'on voit au quotidien, c'est que dès lors que vous mourrez, vous n'avez plus de droit à la personnalité, et vos héritiers ne récupèrent pas vos droits à la personnalité. Donc demain, quand quelqu'un meurt, n'importe qui peut réutiliser son image pour faire de la pub, du promotionnel. Et c'est quelque chose qui est hyper ancré dans les mœurs. C'est pour ça qu'on voit Gandhi, qui depuis des années vend du Microsoft, vend des bagnoles. C'est pour ça qu'on voit du Einstein qui nous vend des pizzas. En fait, on le voit au quotidien. L'image de Marilyn Monroe, elle a été utilisée par Nike, par Chanel, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont ancrées, qui étaient déjà ancrées dans nos paysages publicitaires. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça heurte vachement plus les gens. Donc après, il y a un vrai sujet là, est-ce que finalement on peut faire tout ce qu'on veut avec l'image des personnes décédées? Je pense qu'en France, il y aura une réglementation sur ce sujet-là, parce que les usages qui en sont faits sont extrêmement larges. Mais pour l'instant, tant qu'une personne est morte, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Ensuite, il y a un autre sujet qui est celui du deepfake. Je voudrais en parler rapidement parce que le deepfake en soi, tout le monde pense que c'est interdit. Le deepfake en soi, c'est pas du tout interdit, parce qu'on a un principe de liberté d'expression. Donc on a le droit de faire du deepfake pour faire de la satire, en fait, pour faire de la caricature politique, ça existe depuis longtemps. Les seules limites au deepfake, avec l'IACT, ça va être de mentionner que vous faites du deepfake, que vous avez réutilisé un outil d'IA pour régénérer une image ou une voix de quelqu'un.
Et l'autre limitation, c'est de ne pas porter atteinte à l'ordre public. Parce qu'il faut quand même savoir que 96% des deepfakes qui sont générés sont faits pour faire des usages à des fins de revenge porn ou à des fins pornographiques. Donc ça, c'est la limite, mais en soi, le deepfake n'est pas interdit. Je finirai sur un dernier cas d'usage qui est l'IA et la responsabilité, et notamment si vous mettez en place des bots dans vos activités. Ça, c'est une question très récurrente que j'ai, notamment sur les bots dans l'événementiel. Est-ce que je suis responsable quand l'IA dit n'importe quoi? Et la réponse, elle est oui. Vous êtes responsable parce que l'IA, en soi, c'est pas une personne morale. C'est pas une personne juridique. C'est ni une personne physique, ni une personne morale. Donc l'IA, elle ne sera pas responsable. Est-ce que l'éditeur d'IA peut être responsable? Ben non, vous lisez ses conditions générales d'utilisation, il vous dit, moi je vous donne un outil, vous êtes responsable de la façon dont vous utilisez mon outil. Et c'est normal, si demain vous utilisez votre appareil photo Fuji pour faire une fausse photo de quelqu'un, on ne va pas aller chercher la responsabilité de Fuji derrière. Donc ça, c'est un principe de droit qui existe et qui va continuer à exister. Donc voilà, en conclusion, je ne sais pas si je suis dans le timing. On va devoir conclure en effet. Conclure rapidement. En conclusion, c'est pas le Far West. Voilà. Retenez vraiment une chose, c'est pas du tout le Far West. D'un point de vue juridique, on a beaucoup de réponses à vous apporter, parce qu'en fait, le droit, c'est agile. Donc on a déjà plein de corpus de textes en droit d'auteur, en droit de la consommation, sur la loi influenceur, sur l'IA Act, qui nous permettent d'apporter des réponses. Donc n'hésitez pas à adopter les outils d'IA pour vos métiers si vous le souhaitez. Et une fois que vous aurez choisi les outils que vous voulez utiliser et comment vous voulez les utiliser, on pourra mettre en place une sécurité juridique pour vous permettre de le faire de manière saine pour votre entreprise.